Il est 8h30, ce mardi 21 avril 2015. Sur le quai, des voyageurs attendent leur train à la gare de Nangy, en Seine-et-Marne. En haut de l'image, un passage à niveau. Il est 8h35. Un camion s'engage, puis s'immobilise en pleine voie. C'est un convoi exceptionnel de 29 tonnes. Sur les images, on distingue à peine cette silhouette. C'est le conducteur. Il constate que sa semi-remorque, très basse, se retrouve bloquée par une bosse. 8h38, le train 1646, en provenance de Belfort, sera là dans moins de 2 minutes. Le chauffeur court chercher de l'aide. Il est suivi par un pompier qui passait par là par hasard. Ils ressortent 45 secondes plus tard. La sonnerie du passage à niveau vient de retentir. Le pompier alerte les passagers, puis repart en courant. Au loin, les barrières se baissent. Il ne reste plus que 20 secondes avant l'arrivée du train. Il faut fuir au plus vite. Après avoir percuté le camion, le train a déraillé. Sa course est freinée par le quai de la gare. C'est ce qui a sauvé la vie des piétons. Dans un nuage de poussière, les 350 passagers sortent. Abasourdis, mais sains et saufs. Le bilan tient du miracle, aucun mort et une quarantaine de blessés. Tous les 3 jours en France, un accident se produit à un passage à niveau. 36 personnes en moyenne y perdent la vie chaque année. Un bilan qui n'a pas baissé en 15 ans. Comment un tel accident a-t-il pu se produire ? Pourquoi nos passages à niveau sont-ils aussi dangereux ? Nous sommes retournés à Nangy pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer. Nous y avons retrouvé le pompier qui était intervenu ce jour-là, l'adjudant Fabien Allard. Nous, ce passage à niveau, on le connaît, c'est l'axe principal qui nous permet de partir en intervention sur globalement les 3/4 de nos communes. Le 21 avril 2015, le convoi exceptionnel n'aurait jamais dû se retrouver sur ce passage à niveau. Le chauffeur s'est engagé dans le centre-ville de Nangy, malgré l'interdiction aux poids lourds. Et à l'entrée des voies, aucun panneau ne met en garde les véhicules surbaissés. Celui-ci a été ajouté après l'accident. Résultat, le convoi, très lourd, va se bloquer sur une bosse à l'entrée du passage à niveau. Un dos d'âne qui a été atténué depuis. Il y a une partie de sa remorque au niveau de l'arrière qui touche au niveau du passage à niveau, ici sur les voies, et qui fait qu'il ne peut pas manœuvrer. Comme la plupart des automobilistes, le conducteur du camion ne connaît pas la procédure d'urgence. Pourtant, à chaque passage à niveau, un téléphone permet d'alerter la SNCF. À l'époque, ce n'était pas ce modèle flambant neuf. Son habitacle, des plus vétustes, le rendait bien moins identifiable. Pourquoi vous n'avez pas appelé directement sur ce téléphone d'urgence ? Parce qu'en fait, on vient régulièrement faire des manœuvres à la gare et on sait qu'il y a un agent SNCF qui est présent
Et pour vraiment avoir un gain de rapidité, moi j'ai préféré aller à la gare, prévenir l'agent SNCF de la situation. Personne sur le quai. La seule employée SNCF présente à la gare ce jour-là est au guichet et vend des billets. Nous l'avons retrouvée. Elle ne sait pas que nous filmons. Le passage à niveau, il n'est pas très loin, mais moi je suis au guichet, donc c'est pas à moi de regarder s'il y a des choses ou pas sur le passage à niveau, malheureusement. Elle essaye tout de même d'appeler la gare voisine, mais personne ne décroche. J'ai téléphoné, j'étais avec la 3e sonnerie avec l'agent circulation que le passage à niveau s'est mis à sonner. Elle est toute seule ce jour-là, car 4 mois plus tôt, SNCF Réseau a supprimé un poste dans cette gare, celui d'agent de circulation. À l'époque, ce syndicaliste avait alerté sa direction sur les risques encourus. L'agent de circulation, il est chargé de faire circuler les trains en toute sécurité. Donc, dans le cadre de la gare de Nangy, il aurait eu donc un visuel direct sur ce passage à niveau qui était à 60 mètres de son poste de travail. Il aurait donc immédiatement été alerté de la situation et il avait les outils, les commutateurs de fermeture qui lui permettaient d'interrompre la circulation ou de joindre le conducteur par radio pour casser sa vitesse ou l'arrêter avant le heure. Personne n'a donc réussi à prévenir du danger le conducteur du train à l'approche. 400 tonnes, lancées à 140 km/h. L'accident de Nangy est le résultat d'une succession de défaillances humaines et techniques. Mais seul le chauffeur du camion a été poursuivi en justice. Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Les passages à niveau, en jargon SNCF, ça se dit PN. Au total, il y en a 15 405 en France. Et 450 000 fois par jour, les barrières sont censées se fermer. Mais il arrive parfois que ça ne fonctionne pas. C'est ce que montrent d'incroyables images amateurs. Cette vidéo a été tournée par un automobiliste dans le Puy-de-Dôme. Regardez, les barrières sont levées et il y a le train qui passe. Celle-ci, dans les Alpes de Haute-Provence. En plein milieu de la route, le train. Barrière levée. Théoriquement, 1 kilomètre avant un passage à niveau, le train roule sur ce petit boîtier. C'est une pédale d'annonce. Elle envoie un signal électrique pour lancer la procédure de fermeture. Les feux clignotent, l'alarme retentit, puis les barrières descendent. Le train passe en toute sécurité. Sur ces images amateurs, le mécanisme ne fonctionne pas. Cet incident s'appelle un raté de fermeture. Nous sommes allés dans le Tarn-et-Garonne, à Castelsarrasin, où ce dysfonctionnement des barrières pourrait être à l'origine d'un drame. Octobre 2013, collision entre un train et une voiture. Les 2 passagers, un couple de retraités, meurent sur le coup. L'affaire est d'abord classée sans suite. L'enquête évoque 2 hypothèses, l'erreur de conduite ou le suicide. Mais un homme ne croit pas à ces conclusions. Claude Dubord est le fils des victimes. En cette veille de Toussaint 2013, ses parents, Georges et Ginette, empruntent ce passage à niveau pour se rendre au cimetière. Ils n'avaient aucune raison de se suicider. Ils étaient en bonne santé tous les deux. Ils allaient amener des fleurs sur la tombe de ma tante, comme ils faisaient tous les ans à la même époque. Il y avait pas de... Ils avaient préparé le repas du soir, ils avaient préparé le repas pour les chiens. C'était
Le linge était étendu. Quand on veut se suicider, on ne prépare pas tout ça, on ne fait pas tout ça, quoi. Pour comprendre comment ses parents sont morts, Claude compte sur ses 35 ans d'expérience dans les chemins de fer. Il est lui-même cheminot. J'ai passé une grande partie de ma vie de travail à SNCF. La SNCF m'a nourri, mais bon, la fin de ma carrière a été plus que catastrophique, quoi, à cause de cet accident. Grâce à ses contacts, il accède à des documents confidentiels de la SNCF, comme ces carnets qui répertorient tous les incidents sur la ligne. Il n'y trouve pas d'éléments nouveaux sur l'accident de ses parents, Raté de peine 77, raté de fermeture. mais il s'étonne des ratés de fermeture constatés à la même époque sur d'autres passages à niveau de la même ligne. 2, en seulement 1 mois. Comme ici, 8 jours avant le drame, à l'autre passage à niveau de Castel-Sarrazin. Une anomalie détectée et réparée. Un raté de fermeture, c'est les barrières qui restent levées et les feux routiers qui ne clignotent pas. C'est-à-dire une situation normale où les gens peuvent passer normalement, tranquillement, sans avoir de train à proximité. Donc c'est très risqué. C'est mortel. Moi, j'ai la certitude qu'il y a eu un dysfonctionnement. J'en suis plus que persuadé, j'en suis certain. Le malheur, c'est que, bon, pas de témoin, on ne peut pas le prouver, quoi. L'intime conviction de Claude est confortée par d'autres faits troublants, rapportés par des riverains, comme Laurent. Donc voilà, ça s'est produit juste là. Il habite à côté du lieu de l'accident. Derrière le mur, là, le train s'est immobilisé juste là. Le train a mis 900 mètres pour s'arrêter, avec la voiture en dessous. Quelques mois avant le drame, il affirme que les barrières du passage à niveau sont restées ouvertes, malgré l'arrivée d'un train. Une fois, je suis passé, normalement. Tout était ouvert, pas de clignotant ni rien. Et je suis passé, j'ai tourné la tête et j'ai vu un train qui arrivait, était à 400 mètres de moi. Et c'était grand ouvert, quoi. Les barrières ne s'étaient pas baissées. Non. Ça, vous êtes formel. Ah oui. On s'est dit, putain, à 1 minute. Quelques secondes, quoi, c'était... J'étais en dessous, quoi. Comme papy mamie. Témoignages d'usagers, relevés d'incidents. Ces nouveaux éléments relancent l'enquête. La juge ordonne une expertise. Pendant plusieurs mois, le PN 159 est placé sous surveillance. Les résultats du rapport tombent fin 2017. Le présent rapport met en évidence plusieurs dysfonctionnements inexpliqués des installations du PN 159, lesquels mettent potentiellement en danger la vie des usagers de la route. À plusieurs reprises, les experts observent que les barrières se relèvent avant même l'arrivée du train. Des défaillances qui se produisent de façon aléatoire, impossible à détecter. Nous estimons élevée la probabilité causale d'un défaut de fermeture des barrières du PN 159 du train 4756. Nous avons contacté l'un des spécialistes qui a écrit ces lignes. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Est-ce qu'il peut y avoir des ratés de fermeture avec le risque d'accident? Il en existe. De toute façon, la SNCF sait qu'il y en a. Ces systèmes qui sont de génération 1960, là par là, ont des défaillances techniques qui sont normales. Votre machine à laver peut foutre le feu chez vous une nuit alors qu'elle a fonctionné parfaitement jusque maintenant. La SNCF n'a pas voulu répondre à nos questions. Mais nous avons réussi à joindre la responsable locale des passages à niveau. Elle ne sait pas qu'elle est enregistrée. Oui, bonjour madame, je suis journaliste pour France 2, je vous appelle parce Elle que réfute j'analyse un- totalement les conclusions du rapport. Les experts judiciaires évoquent un dysfonctionnement fugitif. Ça vous semble possible? C'est envisageable? Je n'ai pas connaissance de ce rapport d'expertise. La seule chose que je peux vous dire, c'est que lorsque j'étais en poste et que nous avions fait l'enquête, le fonctionnement du passage à niveau était normal.
plus de 99% des accidents, c'est un non-respect du code de la route, malheureusement. Donc ça, on essaie de faire beaucoup de communication là-dessus, parce que je pense que c'est très important. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. À Castelsarrasin, l'enquête est encore en cours. Et personne n'a été mis en examen. Mais il existe des cas encore plus graves, où le danger des passages à niveau était connu de tous. Des accidents qui ont conduit la SNCF devant les tribunaux. En Bretagne, des passagers ont porté plainte contre la SNCF. Ils l'accusent d'homicide involontaire. C'est ici, dans le village de Saint-Médard-sur-Île, que le drame a eu lieu. Rien ne distingue ce passage à niveau des autres. C'est pourtant l'un des plus dangereux de France. Il a connu 4 accidents en 5 ans. Le 12 octobre 2011, Dominique va prendre le train pour rentrer chez lui. Comme tous les jours, il s'assoit à la même place, en queue de train. Il est 17h. Son TER quitte la gare de Rennes. Pour occuper le temps, j'ai fait des mots fléchés. Ça a pris peut-être un quart d'heure, 20 minutes. J'étais un petit peu fatigué, et pour profiter du reste du trajet très sereinement, j'ai décidé de me reposer. Et là, il y a eu un choc terrible. Le train vient de heurter un poids lourd de plein fouet. Le bilan est de 3 morts et une quarantaine de blessés. Tous passagers du train. 7 ans après l'accident, Dominique revient ici pour la première fois. Je vois que je ne suis pas mort, je suis vivant. Et mon premier réflexe, ça a été de casser la vitre avec l'autre passager qui était en face de moi pour avoir de l'air, parce que c'était irrespirable. Et tout de suite, ça a été de porter secours aux blessés qui étaient dans notre cabine. Après, le calme relatif revenu et qu'on découvre toutes ces victimes qui sont à côté de nous, broyées, mutilées. Oui, c'est affreux. Comme il n'y a pas de vidéo de l'accident, les enquêteurs réalisent une reconstitution 3D que nous nous sommes procurés. Le conducteur du camion ne respecte pas les avertissements sonores et lumineux. Pris de panique, il s'arrête au milieu des voies, tente de reculer, puis repart de l'avant. Le chauffeur du camion a été mis en examen. Mais le danger de ce passage à niveau était connu depuis longtemps. Avant 2011, il y avait déjà eu 3 accidents, dont un mortel. Le BEATT, la cellule du ministère des Transports spécialisée dans les catastrophes terrestres, avait déjà enquêté et alerté. Le rapport évoque des constructions de part et d'autre limitant la visibilité. Une chaussée d'une largeur de 6 mètres, trop étroite, et un profil en dos d'âne qui déstabilise les véhicules. Cette enquête a eu lieu juste après le 2e accident, qui avait fait 40 blessés. Il était environ 17h sur cette départementale quand le choc est survenu entre ce train et un camion qui se trouvait pour des raisons encore inexpliquées sur la voie. En pleine heure de pointe, le train était bondé, le choc a été d'une rare violence. Beaucoup de bruit, ça freine, c'est très très long et on a pensé qu'on allait dérailler et se retourner. Voilà. Vous êtes encore sous le choc là Non, ça va, on est vivant, non, ça va. Cette dame se nomme Roselyne. Elle incarne à elle seule la tragédie de Saint-Médard-sur-Île. À 4 ans d'intervalle, elle a été victime de 2 accidents de train, au même endroit, à la même heure, sur le même passage à niveau. La seconde fois, elle a été grièvement blessée et en porte encore les séquelles.
Avec les autres victimes, elle s'est constituée partie civile. Le conducteur du camion et la SNCF ont été mis en examen. Dominique lui rend visite à la veille du procès. Bonjour Roselyne. Comment ça va? Et toi, comment ça va? Ça va, vivement demain. Je passais ce matin pour te voir. C'est gentil. Ça va bien? Ça va? Ça va. Mon chien, c'est un chien pour handicapé. C'est vrai. Dès que je me mets en danger, elle va chercher ma voisine à côté. C'est vrai, c'est vrai. Elle est gentille. Gentille Loupi. Le 12 octobre 2011, la remorque du camion éventre la rame dans laquelle elle se trouve. Roselyne est victime d'un traumatisme crânien et reste 2 mois dans le coma. Ça va faire trop. Trop lourd. Ils sont difficiles, ces gestes du quotidien, Roselyne? Oui. Oui, d'autant que j'ai dû tout réapprendre après 2 mois de coma. Et c'est la force qui me manque. La force et puis la penser à faire les choses. Ça va, ça va. Est-ce que vous avez un souvenir de ce 12 octobre 2011? Je n'en ai aucun souvenir. Il me manque la journée du 12 octobre, 1 année avant et 2 années après. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'ai une mémoire d'une journée. Je sais ce que j'ai fait hier, je pense, avant-hier, je ne sais pas, c'est trop loin. Entre ces 2 accidents, malgré les recommandations des experts, aucun travaux d'envergure n'a été fait sur le passage à niveau. Vous êtes en colère contre le conducteur, contre Non, RFF? pas contre le conducteur. Vous êtes en colère contre qui? Contre les administrations qui gèrent l'environnement du passage à niveau. Le conducteur, non, pour moi, il a fait une erreur humaine que tout le monde peut faire. L'erreur est due à la dangerosité de ce passage. La SNCF n'a pas donné suite à nos demandes. Mais nous avons retrouvé un conducteur de train en poste à l'époque. Jean-Luc Bescon a pratiqué la ligne Rennes-Saint-Malo pendant 32 ans. C'est exactement le type de matériel qui a été accidenté à Saint-Médard-sur-Île. Quand vous apprenez qu'il y a eu un accident sur le passage à niveau de Saint-Médard-sur-Île, est-ce que vous êtes surpris? Malheureusement non, parce que je savais que ça pouvait très bien se reproduire. Il y avait un danger potentiel et on n'a rien fait pour le diminuer. Vu de la cabine du conducteur du train, l'approche de Saint-Médard est compliquée. Ces images nous ont été envoyées par un cheminot. Il y a un virage serré. Impossible de réagir en cas d'obstacle sur les voies. Jean-Luc milite auprès de sa direction pour diminuer la vitesse des trains. 60 km/h au lieu de 140. Cela n'éviterait pas le choc, mais en atténuerait la violence. La SNCF et RFF, l'ancêtre de SNCF Réseau, ont refusé ce ralentissement. Selon eux, cela ferait perdre 3 minutes au train. Ça, vous le comprenez? Non. Ah non. Non, parce qu'il y a un moment, dans la, on transporte des êtres humains. C'est pas des conteneurs qu'il y a derrière. Ce sont des vies. Et à l'arrivée, ce sont des vies brisées. Et quand on est en responsabilité, à un moment, il faut se dire, mais est-ce qu'on ne doit pas faire quelque chose, quoi? Est-ce qu'on peut pas avoir une vision autre que pure comptable et pure norme d'installation, quoi? Lundi 2 juillet 2018, c'est jour de procès. On attend le verdict, de savoir ce qui va être prononcé, comment ça va se passer, les suites. Devant le tribunal de Rennes, Dominique retrouve les autres proches de victimes. Juste derrière eux, les cadres de la SNCF Bretagne se concertent une dernière fois avec leurs avocats. C'est émouvant.
On sent que la pression et l'anxiété est là quand même, les frissons arrivent. Oui, c'est important, très émouvant. Après 1 heure d'audience, le jugement tombe. Le conducteur du camion, représenté par son avocate, est condamné à 36 mois de prison avec sursis. La SNCF est elle aussi condamnée. En tout, 600 000 € d'amende pour manquement grave en matière de sécurité. À la sortie de la salle d'audience, nous tentons d'interroger le directeur régional de SNCF Réseau. Monsieur Le Prince, qu'est-ce que vous pensez de la condamnation de la SNCF? 4 accidents en 5 ans. Vous connaissiez la dangerosité de ce passage à niveau? Pourquoi rien n'a été fait, monsieur Le Prince? Pourquoi aucun travaux n'a été fait pendant toutes ces années? Veuillez voir avec nos avocats, s'il vous plaît. Merci. Vous ne voulez pas répondre? Je ne suis pas habilité à répondre. Pourquoi les trains roulent aussi vite, encore aujourd'hui, à 140 km/h sur le passage à niveau de Saint-Médard-sur-Île? La SNCF a depuis décidé de faire appel. Roselyne, elle, est soulagée par le jugement. S'ils avaient écouté ce qui s'était passé lors des précédents accidents, il n'y aurait pas eu celui-ci. Là, que la justice le reconnaisse. Ouais. Ah ouais, c'est important. Ah oui, ouais. On va pouvoir démarrer cette nouvelle vie. Enfin. Le passage à niveau de Saint-Médard-sur-Île va bientôt être supprimé. À 200 mètres de là, un pont est en cours de construction pour le remplacer. À partir d'avril 2020, il n'y aura plus jamais de collision à ce carrefour. Mais il existe encore de nombreux passages à niveau dangereux en France. Le ministère des Transports et la SNCF les recensent 2 fois par an. Cette liste n'est pas publique. Il nous a fallu des mois pour que le ministère accepte de nous la fournir. En tout, ils sont 158, répartis dans toute la France. Figurer dans ce tableau permet d'être prioritaire pour être supprimé. Mais ce n'est pas aussi simple. Le passage à niveau de Saint-Pierre-les-Nemours est considéré comme dangereux depuis la création de cette liste en 1997. Mais il y a un problème, le coût de sa suppression. Coût très élevé, de l'ordre de 35 millions d'euros. Projet bloqué. Supprimer ce passage à niveau, c'est le combat de Valérie Lacroute. Elle est députée de Seine-et-Marne. Voilà, regardez, vous voyez, regardez, là, il y a une voiture qui vient de passer alors que les barrières étaient en train de se fermer. C'est un comportement Donc là, dangereux? oui, c'est un comportement très dangereux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais demandé à la préfète qu'on puisse installer un radar. Et donc, il flash environ 5 voitures par jour. 9000 véhicules passent ici chaque jour. Situé à cheval entre 2 villes, Nemours et Saint-Pierre, ce passage à niveau est le carrefour de 4 axes routiers, à l'origine de perpétuels bouchons. Avec 4 morts en moins de 20 ans, la commune a pris des mesures radicales. Pour éviter que des enfants soient renversés, l'école maternelle voisine a été déplacée. Alors, après plusieurs échecs, la députée a décidé de relancer le projet de suppression il y a 2 ans. Bonjour, ça va? Pour les commerçants du quartier, cette promesse sonne comme une vieille rengaine. Ça va bien? Ça va. Ça fait plus de 40 ans que j'habite ici, ça fait 40 ans que j'entends le projet. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Ah oui, c'est ça? Ouais. Oui, oui. Oui, oui. C'est quelque chose en fait que vous avez toujours entendu? Toujours entendu, mais jamais vu. Oui. Peut-être qu'on verra jamais. Et là, on est plutôt en bonne voie. Voilà. Si un car se retrouve au milieu de la voie ferrée et qu'on se retrouve avec un certain nombre de morts, c'est nous qui serons mis en cause parce que le dossier
comme on l'a dit, à 40 ans, depuis 40 ans est sur la table, et que depuis 40 ans, le dossier n'a pas avancé. Et ce jour-là, c'est les élus qui seront mis en cause. Merci à vous, bonne journée. Merci, au revoir. Le plus dur commence pour la députée, financer ce projet de grande ampleur. Car pour ne pas perturber le trafic routier, il faudra construire un tunnel et un pont en pleine ville. L'objectif, c'est de supprimer ce passage à niveau, de créer un passage souterrain pour permettre aux vélos et aux piétons de pouvoir relier les deux communes et de venir créer un passage, un pont aérien ici pour permettre aux voitures et aux poids lourds de traverser la voie ferrée. SNCF Réseau vient de lui faire parvenir ce devis. C'est vrai que ça fait un petit peu peur, puisqu'on est sur une enveloppe de 33 millions d'euros. 33 millions d'euros, c'est l'équivalent de 3 écoles. Impossible à prendre en charge pour une petite commune. Mais quand un passage à niveau est jugé dangereux, le financement est partagé. La moitié est payée par la région et le département, un quart par l'État et le reste par SNCF Réseau. Pour les élus, ces différents contributeurs sont autant d'intermédiaires à convaincre. Il faut à chaque moment rappeler à la SNCF l'existence de ce dossier. On nous remet sur la table régulièrement des études à faire, à refaire, à actualiser, à remettre au goût du jour. Des études, on en a des kilos et des kilos. Là maintenant, l'essentiel c'est de passer à l'acte. C'est pour ça que je les lâche pas et que je suis sur leur dos en permanence. Durant notre tournage, les négociations se sont accélérées. Une délégation de la SNCF est venue rencontrer la députée à côté du passage à niveau. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Bonjour, vous êtes de la SNCF? Nous filmons discrètement. Je ne tiens pas spécialement, je suis désolé, ça n'a pas été prévu. Il est bien parti quand même le projet parce que j'ai découvert. Tout à fait. Et en fait, on est dans une phase où on a fait des études pour déterminer un projet. On va passer dans une phase où on va concerter ce projet avec toi. Pourquoi ce dossier il est si complexe en fait? J'ai l'impression que ça fait des années qu'on en parle. Il y a une mère qui m'attend, je suis désolé. D'accord. Mais Si du côté de la SNCF, le dossier avance enfin, il manque encore un partenaire essentiel, l'État. Après des mois de sollicitations, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a bien voulu nous recevoir. En 20 ans, le programme national qu'elle coordonne a permis de diviser par 3 le nombre de passages à niveau dangereux. Mais en 2017, seuls 5 ont été supprimés. Objectivement, aujourd'hui, ça avance lentement. Et pourquoi je souhaiterais que ça avance plus vite. Écoutez, tous les passages à niveau qui se traitaient facilement l'ont sans doute été. Et aujourd'hui, beaucoup des passages à niveau qui restent sur cette liste sont des situations qui sont compliquées à traiter. Et donc je vous confirme que ce traitement des passages à niveau fait partie des priorités. C'est pour ça que les moyens que l'État y consacre vont augmenter de 40% d'ici la fin du quinquennat. Merci, au revoir. 40% d'augmentation. D'ici 2022, le budget passera de 32 à 45 millions d'euros par an. Selon nos calculs, pour supprimer les 158 passages à niveau prioritaires, il faudrait que l'État investisse bien plus, entre 200 et 800 millions d'euros. Mais pour sécuriser les passages à niveau, des solutions alternatives existent. Comme cette technologie japonaise. Un radar balaye les voies. S'il détecte un véhicule ou un piéton immobilisé, il envoie un signal au conducteur du train. Avec 2 fois plus de passages à niveau qu'en France, le Japon compte 7 fois moins d'accidents. Selon nos informations, la SNCF testerait actuellement ce système. 10 ans après le Japon.